Il a prêté serment pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant un parterre de chefs africains, des chefs, de présidents africains, allais-je dire, et une délégation importante. Président Tshisekedi, peut-on le dire qu'il était rassembleur dans son grand oral. Nous allons également parler pourquoi le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, était absent. Question d'interrogation avec 4 invités sur ce plateau. Nous allons disséquer le déroulement de ce qu'était cette grande cérémonie, mais également sur le plan de la forme. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout de suite, l'économie des mes invités. Je reçois pour vous Blaise Bokoki Mzanza. Il est coordonnateur de la radio-télévision nationale congolaise, 3 depuis mars 2023, après avoir été directeur de l'information à la RTNC1, licencié en journalisme de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. Monsieur Blaise, bonjour, bonne année 2024. Bonjour cher ami, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux également aux téléspectateurs qui sont très conscients. Ok, nous commençons avec vous. D'abord, il faut commencer par les biscuits, comme l'a dit le confrère Jean-Marie Kassamba. Vous l'avez? Les biscuits? Oui, les biscuits. Ah, on ne manque pas, un journaliste ne peut pas manquer les biscuits. C'est normal pour que chaque fois quand il y a une question qui est posée, que les journalistes se retrouvent pour répondre aux questions. Et qu'est-ce qui est comme une sorte de scoop, une exclusivité pour vous, que les Congolais peuvent retenir de votre passage avant que nous puissions analyser la question de fond? Écoutez, je suis très flatté par télé, on dit quoi, 10e rue. Je n'ai jamais visité cette chaîne, c'est la première fois, mais je trouve que vous êtes dans les normes, même si vous êtes parmi les cadettes des télévisions au niveau national, mais je vous encourage, allez de l'avant, tout va aller pour le mieux dans les années à venir. Merci bien. Le second invité, c'est Jean-Marie Kassamba. Il est diplômé de l'Institut supérieur des commerces de Paris en France. Une maîtrise en communication et relations publiques à l'ISRP à Paris. Diplôme de communication stratégique à Watford College à Londres, en Angleterre. Diplôme de 3e cycle en communication stratégique, marketing et intelligence économique de l'école des hautes études internationales à Paris. Directeur général de Télé 50 et professeur des universités à l'ISIPA et ENA. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Comment Charles, ça va? Tout va bien. Merci, bonne année. Merci à vous. Vous sentez dans votre peau? Oui, bien. Je n'aime pas trop qu'on parle de mes diplômes, c'est un peu lourd. On a passé beaucoup de temps à l'école, on n'a fait que ça d'ailleurs, ça continue. Maintenant on donne cours, on essaye d'enseigner aux enfants. Je suis content d'être venu sur ce plateau, c'est la première fois aussi. Il aurait fallu inviter votre président pour la bénédiction, mais on a senti que le nouveau management installé maintenant pense à élargir l'appréciation de la chaîne, parce que si vous voulez œuvrer dans ce monde médiatique, il faut vous mettre aux normes assez rapidement, et c'est tant mieux, même si vous êtes bébé, mais il y a des normes qu'il faut absolument comment dire, répondre, auxquelles il faut répondre assez rapidement, parce que la compétitivité n'attend point le nombre d'années. Le vocable biscuit, ça ce sont vos dadas, c'est vous qui avez amené cela. Vous faites allusion à quoi quand vous demandez aux confrères sur votre plateau s'ils ont des biscuits? En fait, quand vous faites une émission comme celle-ci, chaque invité a un coup de cœur, un sujet qui les préoccupe et qu'il aimerait bien aborder par la thématique de l'émission. Souvent, je donne la possibilité aux invités, plutôt aux confrères, de s'exprimer sur un sujet qui les préoccupe. Et donc, c'est une occasion rêvée pour beaucoup. Lorsqu'ils ont constaté quelque chose qui les choque, ou ils ont une admiration pour quelque chose, ils préfèrent en parler un peu avant. Mais souvent, ça nous prend énormément de temps. Les téléspectateurs se plaignent un peu. Ils disent non, ça nous prend du temps. On aimerait que vous abordiez le sujet assez rapidement. Moi, j'en avais un de biscuits, si vous voulez bien. Le biscuit, c'est juste manger un peu. Soyez précis. Pour un apéritif, donc. Moi, enfin, comme les confrères sont là, qui ont couvert cet événement, la prestation de serment, investiture du notre président, j'ai trouvé que le protocole d'État a péché. A péché d'abord dans les convives.
Parce que ce type de manifestation, il faut à la fois réserver aux invités des marques du président qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'intérieur, mais également aux professionnels qui peuvent relayer ou donner un cachet particulier. On a constaté à la tribune d'honneur beaucoup d'invités, excusez-moi du peu, qui n'avaient pas à y être. Beaucoup de membres de famille. Vous savez, il faut un quota pour les membres des familles. Mais j'avais l'impression qu'on avait donné des masses d'invitations aux membres des familles, aux amis, etc. pour s'asseoir à la tribune d'honneur. J'ai vu moins de patrons de presse invités. Votre président de Kinshasa, je n'ai pas vu une extension, une invitation en bonne et due forme. Alors que nous sommes là pour relayer des activités de notre président, surtout ici à Kinshasa. J'étais l'un des premiers à féliciter le président avant même que la Cour constitutionnelle ait confirmé les résultats. Ensuite, ces biscuits s'ajoutent à l'autre, c'est les mises en place. Regardez la saleté de l'avenue principale qui a mené le président de Mongaliema jusqu'au palais, au palais du peuple d'abord, et puis jusqu'au stade. Comment voulez-vous que cette grande limousine à 6 portes américaine, belle facture, enfin, un choix exceptionnel, roule sur du sable et on n'a pas été capable, les gens qui étaient présélectionnés pour faire ce travail d'assainissement pendant au moins une semaine. Moi j'ai vu la nuit, le VD, etc. Mais pourquoi on n'a pas nettoyé ne serait-ce que le trajet du président jusqu'au stade? Donc ce sont des choses, moi si j'étais des services de renseignement, ou plutôt des gens qui doivent un peu verrouiller, regarder le passage, etc., faire un peu la reconnaissance du parcours. C'était vos biscuits. Parce que, oui, je vais clore. Parce que, même la presse étrangère qui est venue, nous qui avons retransmis en direct la manifestation, on a juste vu ces points noirs-là. Vous voyez? Parce que nous, la presse, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Voilà, c'était beau, vue aérienne, chapeau, pour la retransmission depuis Mongaliema. Mais ces 2 ou 3 points ont complètement parasité un événement aussi majeur que celui que nous avons vécu. Merci à vous, Jean-Marie Kassamba, pour vos biscuits. Troisième invité, il s'agit de Giscard Koussema Kamba, assistant des cours à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, rédacteur en chef à Digital Congo, directeur général à Canal Futur, actuel directeur des communications, adjoint en charge de la rédaction presse nationale et grand reportage à la présidence de la République. Monsieur Giscard, meilleur vœu et bonne année 2024. Merci beaucoup. J'ai formulé le même vœu de réussite pour votre télévision et je me sens honoré de passer pour la toute première fois ici dans vos installations et de participer à une émission qui met autour d'une table de professionnels. Merci. Parlons un peu du déroulement de la cérémonie officielle. Et c'est quoi une cérémonie d'investiture? C'est un moment de consécration. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine la communauté nationale et internationale. Il fallait donner du contenu à cette cérémonie. Lorsqu'on revisite l'histoire de notre pays, on se rend compte que c'est un moment inédit. Jamais on a assisté à un tel événement. Donc, il fallait donner du contenu, il fallait créer un déroulé et il fallait laisser finalement un déroulé dont les autres chefs d'État se serviront. Bon, l'histoire de notre pays. Comme toute activité humaine, il y a eu quelques imperfections, mais c'est des imperfections qui ne sont pas des natures à vider tous les fastes et tous les caractères solennels qu'on a donnés à cette cérémonie. Bon, on ne peut pas parler d'échec lorsqu'il y a débordement. Bien au contraire, on gère un événement et quand il y a un engouement dans un contexte comme celui-ci, c'est plutôt une réussite. Lorsqu'il y a plus d'invités, comme vous le savez, avant cette cérémonie, dans le média autrefois appelé périphérique, on pensait que Kinshasa serait paralysé, on pensait que les stades seraient vides, on pensait qu'aucun chef d'État ne ferait les déplacements comme par le passé et que on se retrouve au bout du compte avec 50 pays représentés soit au sommet, donc par des chefs d'État, par des représentants des chefs d'État, des chefs de gouvernement ou des représentants des hauts rangs. Et donc, on ne peut que, il est normal qu'on ait ces petits couacs
au niveau du protocole. Mais quid du quota réservé à la famille? Jean-Marie Samba l'a soulevé, il dit il y avait un nombre important des membres de la famille présidentielle dans le Vous pensez que... Non seulement de la famille présidentielle, je dis des familles. Des familles. Des voilà. amis. Des invités. Il dit qu'il y avait un pléthore des membres des familles, non, des on ne familles peut privées. pas parler de pléthore parce que personne ne peut quantifier ou me donner avec exactitude les nombres. Écoutez, il y avait 80 000 places. Les stades a reçu un peu plus du monde que 80 000. Donc, il est tout à fait normal. Et donc, même s'ils sont membres de famille, mais ils ont le droit, ils ont d'ailleurs sont les tout premiers à partager ces moments de gloire. Donc, moi, je ne pense pas que ces quelques imperfections protocolaires puissent annihiler tous les efforts qui ont été... Je disais ici que c'est un événement unique, sans précédent. Et donc, j'ai été personnellement à Johannesburg, à Pretoria pour l'investiture du président Cyril Ramaphosa. J'ai été en Zambie avec HH, le président Hakainde Hichilema. J'ai été dernièrement au Zimbabwe avec le président Emmerson Mnangagwa. Et lorsqu'on compare tout ça, sans compter le stade de Nairobi pour le président Ruto, et donc c'est un moment d'effervescence, un moment de liesse. Donc on peut assister à quelques ratés, mais nous devons avoir la culture de valoriser aussi la réussite. Donc, nous devons avoir la culture de valoriser la réussite aussi pour placer un mot sur... parce que vous avez parlé des biscuits. Je partage les mêmes biscuits que mon aîné Jean-Marie. Il n'était pas invité. Sur la presse, oui, justement. La presse, elle n'est pas invitée. La presse est un prestataire de premier rang. La presse ne vient pas sur invitation carton. La presse vient par accréditation. Et nous avons eu l'avantage d'accréditer plus de 3000. Et d'ailleurs, on le sentait, on a vu, tous les journalistes. Aucun média aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas été accrédité. Et donc, par accréditation, ça, c'est notre secteur. Ceux qui viennent travailler avec une zone dédiée, avec des tâches précises, pour cela, c'est des accréditations. Mais bon, le patron, vous avez bien dit, le patron, ceux-là, il relève du protocole d'État. Donc, là, il a raison. Exactement. Et donc, il fallait orienter la demande vers le protocole d'État. Mais je crois que dans les émissions de sensibilisation, nous avions dès le départ dit que l'entrée au stade était libre. L'entrée n'était pas conditionnée par la détention d'un carton d'invitation. Il est vrai que des personnalités comme le représentant de notre corporation auraient bien voulu venir avec une carte d'invitation, mais en tout cas sur place, il y avait des équipes qui orientaient toutes les autorités qui arrivaient sans carton et qui étaient au bon endroit, en tout cas, bien sécurisées pour suivre cet événement. Mais quand cela ne tienne, nous tirons des leçons, comme l'a dit le chef de l'État. Donc nous allons corriger nos erreurs et pour que à la prochaine, la fête soit totale. Le quatrième invité de cet entretien, c'est Dienit Kaninda Mampinda, licencié en journalisme de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, manager général à EL, production, chargé de communication de l'Inspection générale des finances, administrateur à la RTNC, directeur général de Discovery Télévision. Monsieur Kaninda Dienit Mampinda, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami, merci beaucoup. Bonne année. Bonne année à vous. C'est un plaisir de partager ce plateau avec des éminents confrères, de têtes couronnées, comme aime bien le dire Jean-Marie Samba, pour décortiquer ou faire le décryptage de ce qu'a été l'événement d'hier. Un événement qui a été regardé par des millions de Congolais grâce à la télévision nationale congolaise. Et voilà, nous sommes là pour ça. Biscuits, non, j'en ai pas, mais juste que rebondir sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il y a bien évidemment des choses qu'il faut corriger parce que nous sommes une république et une république, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit, qui vieillit. Nous avons des républiques aujourd'hui qui datent d'un siècle et nous avons l'obligation de voir ce qui n'a pas marché, faire des analyses comme nous les faisons là. Ce n'est pas forcément pour nous
mais c'est pour à la fois les décideurs, c'est pour à la fois la population, parce que chacun a son rôle à jouer dans la construction de la République. Donc, ce qui s'est passé hier mérite d'être analysé. Alors, lorsque Jean-Marie parle des saletés qui ont été aperçues sur le sol pendant que le cortège du président quittait le Mont Ngaliema pour arriver au Palais du Peuple, je crois que ça, tous nous avons remarqué, et ça, c'était désagréable. À qui la faute à ce stade? Je crois que ça revient, c'est une responsabilité qui revient au gouverneur de la ville, mais nous sommes dans un contexte de mutation au niveau de l'hôtel de ville. Joko Mouluma était déjà aux affaires. Joko Mouluma, c'était, je crois, un jour après qu'il ait pris officiellement ses fonctions. Mais entre-temps, il y avait, je crois, le ministère de l'Environnement qui s'était chargé de pouvoir assainir l'environnement. Mais bon, il y a eu ce qu'on a vu. Est-ce que auparavant, on a déjà assisté à des vues comme ça du président qui part de son habitation, de sa résidence, on le prend chemin faisant, on prend son parcours. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on a parlé du prince des Zamunda. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? On n'avait jamais vu ça. Ce spectacle qui s'apparente à Zaïko, qui joue au Stade des Martyrs, qui doit livrer un spectacle pour son public. Non, mais mon confrère Giscard l'a dit tout à l'heure, c'est un moment festif. Oui, il y a prestation de serment, il y a investiture, mais il y a aussi cette marque-là d'adhésion de l'électorat à l'accession de son élu au pouvoir. Vous voyez ce moment-là où on voit les chefs coutumiers, on voit les religieux, on voit le public qui vient pour accompagner le président de la République à entrer en fonction. Je vois que c'est un moment festif. C'est un moment festif. Et moi, je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui pour notre République, comme je disais tout à l'heure, de définir le modèle. Parce que je pense, je ne sais pas si je serai contredit par Giscard, est-ce qu'il existe un modèle à ce jour pour la prestation des serments ou c'est à la tête du client? C'est Joseph Kabila qui décide de ce qu'il veut de sa prestation des serments. Je veux que ça se passe au Palais du Peuple. Moi, je veux que ça se passe, je ne sais pas moi, sur le boulevard Triomphal. Moi, je veux que ça se passe à Tata Raphaël. Est-ce que c'est chaque président qui doit décider ou il nous faut un modèle décidé au Parlement? On dit, voici le modèle pour la prestation des serments de tous les chefs d'État congolais. Une prestation de serment à la congolaise. Est-ce qu'il faut qu'on arrive vers là? Sinon, lorsque un président est en fonction, c'est son équipe de protocole, ce sont ses services qui décident du déroulé de la cérémonie. Parce que la loi n'a pas défini comment ça doit se passer la prestation des serments. Qu'est-ce qui justifie les choix du Stade des Martyrs? À ce que je sache, en tout cas, la loi ne détermine pas cela. Ça relève du protocole, ça relève, je crois, bien entendu, de la volonté la loi est muette. La loi est muette, je crois que ça procède aussi de la volonté de celui qui prête serment, qui voit est-ce que je veux faire participer le plus grand nombre, parce que la première prestation de serment c'était à Gelem, si je ne me trompe pas, et c'était très limité, on a vu des gens grimper sur les arbres, ainsi de suite, mais est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir les champs, par exemple pour le Stade des Martyrs, qui est jusque-là le seul lieu qui peut contenir plus de 80 personnes à Kinshasa? Parlons en termes des modèles, vous avez suivi Denis Kanida qui dit c'est le client qui doit apprécier le modèle de sa prestation, parce que là on n'a pas un cadre devant nous aider à des manifestations de telle ampleur. Écoutez, une cérémonie comme l'investiture du président de la République, il y a certaines dimensions qui interviennent. Hein, la dimension populaire, la dimension sécuritaire. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut aller dans un stade de plus de 80 000 places et pour prêter son serment. Je crois que c'est des expériences qu'à la longue on doit acquérir, mais si nous interrogeons l'histoire de notre pays, il y a deux présidents de la République qui ont prêté serment au niveau du Stade de Martyrs. Le premier, c'est Laurent Désiré Kabila, qui a renversé le pouvoir du maréchal. Et vous voyez l'aura qu'avait Laurent Désiré Kabila, la popularité qu'il avait,
Alors il a jugé bon d'aller au stade des Martyrs parce qu'il y a un grand public qui va venir. Et il l'a fait, on l'a vécu. Et le deuxième, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aviez vu le stade qui a refoulé. Giscard l'a dit dans les directs qu'on a réalisé à partir de ce stade. Il y a un grand monde qui est resté dehors. Le stade était plein. Une façon pour le président de montrer également à la face du monde sa popularité. Parce que, je l'ai dit et je le confirme, prêter serment au stade des Martyrs, c'est pas destiné à n'importe qui, surtout dans cette ville de Kinshasa, qui est acquise à l'opposition, mais Tshisekedi a montré juste le contraire, il est au pouvoir, mais il continue à être populaire dans cette ville. En termes de ratés, vous en avez enregistré? Non, je rejoins Jean-Marie quand il a dit qu'il y avait des sables tout au long du parcours du cortège présidentiel. Les responsabilités sont partagées. Ça pouvait être l'hôtel de ville, ça pouvait être une structure privée qu'on avait demandé de le faire, ça pouvait aussi être la municipalité. Nous étions dans quelle commune? C'est la commune de la Gombe. Et j'espère que le bourgmestre, les chefs du quartier, tout consort, cet arsenal des autorités au niveau de la municipalité, et tout le monde aurait contribué et pour qu'on puisse pas vivre ce genre de spectacle. Jean-Marie a pleinement raison. Ce cortège ne pouvait pas traverser ces sables qui étaient étalés tout le long du passage du chef de l'État. Avant de prendre Jean-Marie Kassama, je voudrais parler des commentaires de la RDNC. Une première dame coquette, ça fait débat quand vous êtes sur Internet. C'est la plupart. Oui, les gens interprètent toujours mal. Si vous voyez, vous allez dans le dictionnaire, vous verrez ce que veut dire coquette. Vous verrez ce que veut dire jovial, vous verrez ce que veut dire éblouissante. Moi, je suis parti d'une observation. Depuis que Madame Denise Nyakero est devenue première dame, je l'ai observé, tout ce qu'elle pose comme action, n'est-ce pas? Alors, je l'ai trouvé exceptionnel. Vous prenez sa fondation qui finance les bourses d'études pour les étudiants, pour les finalistes. Quand elle est avec ces jeunes gens qui viennent d'avoir leur diplôme, vous sentez cette affection pour une maman qui aime la jeunesse, n'est-ce pas? Vous prenez cette dame quand elle a accompagné son mari pendant la campagne électorale. Elle a accompagné partout. Le président visitait les 26 chefs-lieux de province, autant de villes, autant de localités. Et même sous la pluie, elle n'a jamais laissé lâcher son mari. Cette proximité à la fois psychologique et géographique dans ce couple présidentiel, j'ai trouvé que c'est une dame exceptionnelle parce que les campagnes électorales, on en a connu dans ce pays. Les présidents, les candidats présidents, on en a connu dans ce pays, mais jamais, alors jamais dans l'histoire de ce pays, on a vu une dame accompagner son mari partout où elle va pendant la campagne électorale, même dans le milieu privé. Jean-Marie Kassama, le président Tshisekedi, quand il a accédé à la magistrature suprême, on a senti qu'il a sillonné le monde entier. Il a été critiqué. On dit que c'était un président qui affectionnait les voyages, mais lors de la prestation de son serment, on a senti qu'il y avait un parterre des chefs d'État africains. Peut-on dire que ça a payé? Bon, je pense qu'on ne peut pas réduire le résultat de notre diplomatie par la venue d'une vingtaine de chefs d'État. Parce que la RDC, c'est un grand pays qui représente beaucoup d'intérêts pour beaucoup de pays et qui peut attirer énormément, d'abord des grandes puissances qui comptent beaucoup sur la RDC pour leur survie. Les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, l'Union européenne au vrai sens du terme, au sens large si vous voulez, les Moyen-Orient. Et donc, moi j'estime tout simplement que nous avons bénéficié d'une sympathie de pays africains. Il y a eu quelques invitations qui ont été adressées et les Africains ont fait honneur à leur frère, Félix Tshisekedi, pour son deuxième mandat. Moi j'aurais voulu que les grandes puissances, dont on dit que ce sont nos amis, notamment les États-Unis, la France, l'Union européenne, tous ces grands pays, délèguent ne serait-ce que des autorités de premier plan. Si ce n'est le président, si ce n'est le prince, si ce n'est le premier ministre, moi j'ai vu Flao seulement pour la Belgique. J'aurais voulu que ce soit parce que ces gens-là, c'est eux qui profitent. Notamment la Chine, par exemple.
de nos minéraux. Nos minéraux sont contrôlés à 60%, 70% par la Chine. Allez au Katanga, vous allez voir ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'on a vu en représentation? Des ministres, des seconds plans, parfois des conseillers qui sont venus, etc. Ça, ce n'est pas le fruit de la diplomatie. C'est tout simplement, je vous ai dit, de la sympathie que nous avons eue par rapport à nos frères, notamment de la sous-région, en commençant par l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, un peu tous ces pays de la sous-région. Nonobstant ce qui nous sépare en ce moment avec le Kenya, le président Kenya est venu. Museveni, il s'est un peu dégonflé à la dernière minute. Kagame n'était pas le bienvenu. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. J'aurais voulu, encore une fois, que les félicitations que le président a pu recueillir après que la Cour constitutionnelle ait confirmé sa réélection soient suivies des faits ou d'actions allant dans le sens de conforter notre position géostratégique. Je vous informe que le Rwanda n'a jamais été aussi inquiété, si ce n'est par des petits communiqués. J'ai même vu d'ailleurs les États-Unis dire: nous invitons la RDC à collaborer, pour ne pas dire dialoguer avec les Rwandais. La solution n'est pas militaire. Or, nous sommes dans une option militaire. Si les États-Unis, par exemple, nous donnaient des moyens comme ça en ce moment à Israël, à l'Ukraine, on aurait terminé cette affaire avec les Rwandais. Parce qu'il y a quoi? Excusez-moi du terme. Quelques voyous qui sont dans les montagnes là-bas, qu'on peut localiser avec des drones et neutraliser le plus rapidement possible. On ne le fait pas parce qu'eux, ils bénéficient de ce travail indirect du Rwanda, parce que c'est un tremplin, c'est un mot de passage, etc. Et donc, parmi les choses que le président Tshisekedi doit faire, dès maintenant qu'il a prêté serment, c'est de calibrer sa diplomatie. Plus besoin de la diplomatie protocolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous invite, vous venez, il y a les tapis rouges, il y a les audiences solennelles, etc. Une fois que vous êtes reparti, tout s'arrête. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de dossier spécifique, il n'y a pas d'émissaires, il n'y a pas de desks. Ce sont ces desks-là, des spécialistes, des gens qui sont sectorisés par zone, qui font du travail. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des pays au sein desquels nous n'avons pas de représentation stratégique. On parle de la Chine. Quelle est la place de notre représentation en Chine en ce moment? Quel est notre ambassadeur en Chine et il fait quoi comme travail? Oui, chuté par là. Je vais chuter. Les Nations Unies. La guerre, elle est d'abord diplomatique. C'est quand vous arrivez aux Nations Unies que tout se décide là-bas. Le Rwanda a infecté, excusez-moi du peu, tous ces milieux. Et d'après mes câbles à moi, Kagame est en train de préparer Mushikiwabo pour qu'il monte au niveau des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez que jusqu'à maintenant, l'OIF n'a toujours pas félicité le président, jusqu'à aujourd'hui? Alors que l'OIF, nous sommes membres effectifs de l'OIF, et l'OIF n'a même pas encore adressé un petit communiqué de félicitations à notre président. Pourquoi? Parce que c'est une Rwandaise qui est à la tête. Donc, notre diplomatie doit être radicalement modifiée. On doit sélectionner des diplomates à la fois compétents, de carrière, des gens qui parlent d'autres langues. Moi, je suis offusqué de voir qu'on envoie des gens dans des pays anglophones qui ne parlent pas anglais. Je suis offusqué de voir qu'on envoie des apprentis diplomates dans des pays où ça nécessite des techniciens, ça nécessite des gens qui sont au fait des choses. La diplomatie des années 60, 70, on envoyait des politiques. On éloignait les opposants. Où on disait, voilà, pour caser tel ami, on va l'envoyer à tel endroit. Tout ceci est terminé. Nous sommes aujourd'hui, et je vais terminer, oui, dans un monde où la diplomatie, les nouvelles technologies, les mutations écologiques, la nouvelle économie par exemple, qui aujourd'hui, avec l'écologie, avec le carbone, avec tout ce qu'on, l'écosystème, etc., ça nécessite des techniciens. Ça ne nécessite pas des gens qui vont assister, excusez-moi, au COP, et qui reviennent à Kinshasa sans dossier et
l'argent nous passe par la tête. Non, c'est fini tout ça. Il faut changer désormais. Giscard Kousseman, Jamaïka Samba a rappelé que la plupart des présidents qui ont pris part à la cérémonie d'investiture, c'était par sympathie, c'est pas des dividendes de la diplomatie active qui a été actionnée par le président Tshisekedi. C'est un avis dont vous partagez? Si j'étais politique, j'aurais parlé de lèse-majesté. Non, on ne peut pas dire qu'un chef d'État ou des chefs d'État qui se déplacent, que c'est par simple sympathie. Vous savez, pour comprendre c'est les hauts faits du président de la République, il faut remonter à son avènement au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un pays isolé sur le plan diplomatique du monde entier, où des officiels du chef de l'État jusqu'au dernier ministre déclaraient persona non grata et la maison Schengen fermée. Donc vous comprenez que c'était un pays infréquentable. Donc lorsqu'aujourd'hui on reçoit 18 chefs d'État, alors que cela ne s'est jamais fait depuis l'indépendance, à moins qu'on me donne le contraire de ce que je dis ici. Donc il faut y voir à plusieurs choses. Et puis la diplomatie, c'est pas ce qui se passe devant les médias. La diplomatie, c'est ce qui se passe aussi dans le secret. Je voudrais d'abord recadrer pour dire que le représentant qu'on a vu était de très haut niveau. La Belgique a envoyé la présidente du Sénat. La France a envoyé Monsieur l'Afrique récemment nommé, donc comme représentant personnel du président Emmanuel Macron. La Chine a envoyé la présidente du Sénat également, et qui a eu 2 entretiens. J'en parle pour les avoir couvertes, donc ces audiences. Donc au-delà de leur présence au stade de Martyrs, mais il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de tête-à-tête, des apartés, des rencontres bilatérales avec tous ces chefs d'État. Et il y en a qui sont encore ici, ça je le dis. Il y a encore de chefs d'État et de hauts représentants qui sont encore à Kinshasa en ce jour de lundi 21 janvier 2024. Donc je pense qu'aujourd'hui, la présence de tous ces chefs d'État démontre que le Congo n'était plus le Congo d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un pays qui est au centre de tous les enjeux du monde. C'est tout le monde qui veut avoir de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, excepté malheureusement le Rwanda, qui pour des raisons de prédation économique pense que sa survie dépend du pillage et de l'entretien de l'insécurité ici. Mais bon, je crois que dans les jours qui suivent, on parlera du passé parce que les choses ont beaucoup changé dans le bon sens. Donc ça, c'était le premier recadrage. Deuxièmement, on a commencé ici par une réflexion sur les choix du stade des Martyrs. Est-ce qu'il existe un modèle? Est-ce que ce qui s'est passé au stade, on en a fait trop? Je voudrais rappeler ici, sans être juriste, que la loi, la constitution de la République prévoit que le président de la République élu prête serment devant la Cour constitutionnelle. Et que la Cour le fait au cours d'une audience publique. Et donc, si vous regardez la configuration du stade de Martyrs, en fait, c'est la Cour qui s'est déportée vers les stades pour tenir sa séance publique. Regardez bien, la tribune a été érigée au centre, à l'aire du jeu, de manière à permettre à toute la population de participer à cette audience publique conformément à la Constitution. Et donc, c'est la Cour suprême, pardon, la Cour constitutionnelle, issue de la défunte Cour suprême, évidemment, qui avait les contrôles de l'événement. Et donc, tout le reste, c'est des aspects juste protocolaires. Mais à un moment donné, c'est la Cour, rappelez-vous, qui a ouvert et clôturé. Donc, à partir du moment où la Cour avait les contrôles de l'événement, et donc tout se passait, tout était contrôlé par la Cour. Alors, dites-nous, comme on l'a dit, existe-t-il un endroit au Congo, à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa ou ailleurs, qui peut contenir un peu plus de place, parce que c'est la population congolaise en fait. Il s'agit de la consécration. La population a élu un président de la République,
Et celui-ci vient prendre un engagement solennel et public. Donc il y a d'abord les caractères publics et les caractères solennels de l'événement. Et donc il fallait choisir les lieux qui peut avoir le plus de monde. Et on a pensé qu'à Kinshasa, le seul endroit fermé, c'est le stade de Martyrs. Et donc la Cour suprême a décidé, a pris de se déporter jusqu'au stade pour permettre à cette population. Parce qu'on a dit, aujourd'hui, ces genres d'images sont rares d'abord au Congo. C'est la première fois pour un pays qui a plus de 60 ans. Et même en Afrique, rappelez-vous, toutes les dernières prises de pouvoir. Regardez bien, des hommes entreillis dans des salons. Vous auriez voulu un tel scénario? Non, il ne s'agit pas ici, il ne s'est pas agi d'une prise de pouvoir par les armes. Non, il s'est agi de l'épilogue d'un processus électoral et démocratique. Et donc cela se fait au vu et au su. Et tout le monde est venu. Donc, ce qui s'est passé, c'est différent de ce qui s'est passé au Mali, au Gabon. Enfin, vous connaissez tous ces pays. Donc aujourd'hui, il fallait redonner ce caractère. Et donc, ça s'enracine chez nous. On l'a fait, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a fait, et là, il est lègue. Et donc, désormais, le pouvoir chez nous doit passer par cette voie-là. Donc, on ne s'autoproclame pas, on ne vient pas non plus à côté des hommes entreillis. Non, ça s'est fait par des voies démocratiques. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, toutes les grandes... non, mais ça ne passera pas. Et donc, il est normal que tous les États du monde, tous les modèles démocratiques du monde viennent participer à cette phase et à un très bon niveau. A été le passage du président Tshisekedi depuis la cité de l'Union africaine jusqu'au palais du peuple. Nous allons nous retrouver juste après ces images. Une belle page vient de s'écrire dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo avec la prestation des serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un acte légitime, incontestable, à l'interne tout comme à l'externe, acté par la présence remarquable des chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays du monde. Une tribune d'honneur qui a donné place à 18 chefs d'État africains, 2 vice-présidents, 4 chefs du gouvernement, ainsi que de nombreuses délégations, une première depuis l'indépendance de la RDC. Évariste Ndayishimiye du Burundi, Archange Touadéra de la République centrafricaine, Bruce Oligui, les Zambiens, Hakainde Hichilema, Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe, Joao Lourenço d'Angola et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, accompagnés de son épouse, eux tous étaient visibles sur cette tribune. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Umaru Sissoko Mbalo de Guinée-Bissau, les Djiboutiens Ismaïl Omar Guelleh, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, le Sénégalais Macky Sall, Adama Barrow, président de la Gambie, ont également signé leur présence parmi le hôte de marque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À leur côté, le haut représentant des chefs d'État européens, américains et asiatiques, à l'exemple des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, du Canada, du Brésil, de la France, de la Belgique, de la Chine, du Japon et des Émirats Arabes Unis. Cette présence massive et remarquable de plusieurs personnalités des différents pays à cette cérémonie de grande envergure est presque une preuve de la considération dont bénéficie la République démocratique du Congo depuis quelques années. Fruit d'une diplomatie agissante qui a convaincu les Congolais en général à renouveler leur confiance au président de la République, Félix Tshisekedi. Répondre positivement à une invitation donnée est une preuve de respect et de considération, dit-on. La RDC a décidément repris sa place de choix dans la sous-région et à l'international. Les 5 années à venir seront peut-être celles qui vont hisser la RDC au plus haut rang des pays émergents, au cœur du développement du continent, tel que l'a dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son discours, qu'il est temps de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère.
À l'image de cette effigie grandeur nature, la cérémonie de ce 20 janvier était aussi grandiose que symbolique. Dès les premières heures de la matinée, les Congolais ont investi le stade Martyr de la Pentecôte pour voir sceller définitivement leur choix, porté le 20 décembre 2023 sur Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République et chef de l'État pour les 5 prochaines années. La symbolique, c'est d'abord le nombre impressionnant d'officiels qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Une quinzaine de chefs d'État au nombre desquels le Tchadien Mahamat Idriss Déby et des dizaines de chefs de gouvernement et représentants de pays frères et partenaires, tous ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le stade. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les lieux de l'événement ont eu l'occasion d'apercevoir l'impressionnant cortège qui, du palais présidentiel au stade de Martyr, a offert un plaisant spectacle équestre aux passants. Une fois installé aux côtés de ses pairs et de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui succède à lui-même sera invité après la prière écuménique à rejoindre la tribune qui faisait office de cour pour la séance du jour. Après la lecture du réquisitoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle, celui sur qui repose désormais le destin de Congolais pour le prochain quinquennat va prêter le serment suivant la Constitution. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiés. Le nouveau chef de l'État va ensuite recevoir tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier avant de prendre la parole pour son tout premier discours d'après-investiture. Dans ses premiers mots, Félix Antoine Tshisekedi va décliner les priorités de son action en 6 objectifs touchant la sécurité et le social du peuple. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère qui voit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son peuple faire un bond vers le développement sur base des acquis du premier mandat qui servira de caisse d'expérience pour des actions futures mieux coordonnées. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Jean-Marie Kassama, pourquoi Joseph Kabila Kabange était absent pendant qu'il a été invité? Pourquoi vous me posez la question à moi? Parce que vous êtes parmi ceux qui l'ont accompagné pendant longtemps. Ben, Blaise Aïnda aussi. Blaise aussi. Pardon, Giscard Koussem aussi. Blaise aussi. Mais vous êtes parmi de ceux qui avaient un vent en poupe hein, quand vous J'ai toujours le vent en poupe, jusqu'aujourd'hui. Oui. Dites-nous, vous avez peut-être... Non, la question est mal orientée, mais quand vous l'avez posée, je vais vous répondre. Allez-y. En tant que journaliste, je me suis renseigné. Et en tant qu'analyste, je constate que dans notre pays, très souvent, on ne tient pas compte de l'historicité des choses, de la programmation des choses, de la vie en continu des choses. On prend parfois des initiatives d'une manière ponctuelle. Joseph Kabila était l'ancien président de ce pays, qu'il a dirigé pendant 18 ans. Et c'est lui qui a rendu les oripeaux du pouvoir à Félix Tshisekedi. Ce qu'on appelle le transfert pacifique de pouvoir pour la première fois dans ce pays. Et la constitution de notre pays reconnaît à tout
ancien chef de l'État, quand dans 4 ans et quelques mois, notre président actuel sera ancien président. La Constitution lui reconnaît 30% de la sécurité du chef d'État en exercice. La Constitution lui reconnaît les honneurs. La Constitution lui reconnaît son traitement. Je ne dis pas salaire, traitement en tant que chef d'État. Et la Constitution lui reconnaît une certaine considération comme personnage important de la République. De tout ce que je viens de dire ici, et j'attends qu'on me prouve le contraire, Joseph Kabila n'en bénéficie pas. De tout ce que je viens de dire. J'ai dit de tout ce que je viens de dire. Je répète et je rappelle. 30% de la sécurité du président en exercice doit bénéficier à l'ancien président. J'ai dit 30% de la sécurité, dispositif sécuritaire. 2. Les honneurs dus à l'ancien chef d'État, avec tout ce que cela va avec. Le traitement pour lui, sa famille et sa suite. Maintenant, si pendant autant de temps, tout ceci n'est pas fait, on attend l'événement qui est important, comme celui-ci, pour envoyer l'invitation à la personne qui n'a pas joui de tout ce que je viens de dire. Mais mettez-vous à la personne, même les Congolais qui nous suivent en ce moment, ils doivent se poser... C'est un homme d'État, il peut s'est passé pour montrer les caractères républicains qu'il a toujours caractérisé. Mais monsieur, tout ce que je viens de vous dire, c'est républicain et constitutionnel. Le chef de l'État, d'ailleurs, a prêté serment, il vient de prêter serment, il y a 2 jours, pour respecter et faire respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'à tout moment, s'il a une information comme celle que je viens de donner, il doit faire vérifier. Est-ce que mon prédécesseur a bénéficié de ses droits? Comme par exemple, les anciennes premières dames. Vous savez que quand Joseph Kabila était en place, les anciennes premières dames, que ce soit de présidents ou de premiers ministres, devaient bénéficier de leurs droits, etc. Dont Mabobi et tous les restes. Ça n'existait plus. Je ne sais pas si ça existe, mais à son temps, moi je me suis renseigné, ça a été activé assez constamment. Pour vous dire quoi? Oui. Il ne faut pas seulement se contenter de l'invitation ponctuelle d'un événement comme celui-ci, alors qu'il y en a eu des événements dans notre pays. Pas seulement celui-ci. Il y en a eu des événements. Vous allez poser votre question. Il y a eu la visite du pape. Il y a eu la francophonie. Il y a eu des événements majeurs. Lors de la commémoration du décès de son père, il était absent. Là, c'est quoi la réponse? Pas commémoration. Je vous parle de manifestations de l'État. Nous sommes un État. Lorsqu'il y a des événements majeurs dans un État, on regarde qu'est-ce que cet État compte de personnalités importantes, qu'on soit d'accord avec... Il est où, Joseph Kabila Kabange? Non, mais je n'ai pas fini de répondre. Oui, je vais questionner d'autres confrères. Il faut que notre République tiennent compte de ces personnages importants qui doivent rester des symboles au-delà des contingences politiques, des affinités. La République, c'est ça. Quand on dit à la République reconnaissante aux personnages importants, comme ça se fait partout dans le monde, eh bien, il faut que ça soit ainsi dans notre République aussi. Et donc, l'inviter à cette occasion, seulement maintenant, c'est une bonne possibilité. Il aurait fallu le faire un peu avant et pour le reste aussi. Merci Jean-Marie Kassamba. Vous ne respectez pas la loi. Joseph Kabila Kabange n'est pas payé. C'est son droit. Vous suivez très bien Jean-Marie Kassamba, ce qu'il a dit. Vous l'avez suivi. Il s'est plaint. Bon, il ne se plaît pas. Il nous montre les faits. Kabila n'était pas présent parce qu'il est un peu mécontent. On peut le dire ainsi. Bon, je ne suis pas patron d'une institution quelconque pour que je me voie attribuer cette compétence-là de répondre, mais du moins je suis journaliste, nous sommes en train d'analyser. Partant de ce qu'a dit Jean-Marie, je pense quelque peu qu'il a raison, parce qu'en tant qu'ancien chef d'État, il a des droits. Mais autant j'aimerais aussi préciser qu'il a aussi des devoirs.
En tant qu'ancien président, il est sénateur à vie. Est-ce que, si nous allons dans le sens de Jean-Marie Kassamba, Joseph Kabila, monsieur le président Joseph Kabila ne bénéficie pas d'une considération due à son rang? Est-ce que monsieur le président Joseph Kabila a de la considération pour les institutions des Congolais? Il est ancien chef d'État, sénateur à vie. À combien de plénières a-t-il assisté au Sénat? Ça, c'est la question à laquelle Jean-Marie pouvait aussi répondre pour être un peu plus objectif. Dire oui, il a des droits, mais en même temps, il a des devoirs. Je l'appelle à répondre à ses devoirs civiques. Répondre parce que si on doit vous payer, on vous paye pour quel travail? C'est ça un peu la manie des Congolais. Nous sommes entrés en ça. Il faut que ça change. Avoir des frais indus. C'est-à-dire, vous n'avez pas travaillé, mais vous voulez bénéficier de fruits de travail fait par d'autres. Donc moi je crois qu'il serait tout à fait indiqué à mon sens que nous puissions parler des droits du président Kabila, mais que aussi nous puissions parler de ses devoirs. En tant qu'ancien chef d'État, il a le devoir d'écrire des livres pour la mémoire. Il a le devoir de donner des conférences. Il a le devoir de défendre le pays. Chaque fois que le pays est attaqué, lui, ce n'est pas son problème. Est-ce que c'est par manque de considération ou c'est par manque d'intérêt? Ça, c'est aussi des questions que des Congolais se posent. Autant il a demandé aux Congolais d'être témoins du fait qu'on ne prend pas en considération ses droits, autant aussi j'appelle Jean-Marie Kassamba à considérer aussi les devoirs de monsieur l'ancien président de la République. Blaise Bokoké. Non, Jean-Marie, la parole est de ses côtés. Je prends. Mais monsieur Blaise, c'est vrai que c'est pas la une, hein, mais c'est important que nous puissions quand même en parler. Joseph Kabila Kabange, notre sénateur à vie, vous avez suivi Jean-Marie Kassamba, il s'est plaint. Kabila n'est pas considéré à juste titre. Comme conséquence, l'homme a brillé par une absence légendaire lors d'une grande cérémonie comme celle-là. Je vais revenir sur l'absence de l'ancien président Joseph Kabila, mais je voudrais quand même un peu apporter quelques précisions sur la diplomatie dont Jean-Marie a fait allusion tout à l'heure pour dire que les présidents qui sont venus assister à l'investiture du président Tshisekedi, c'était par sympathie. Oui, ça vous ajoutez. Il a dit par sympathie. J'ai dit, mais il y a quelque chose. Attendez. Tshisekedi, d'abord, Félix, au niveau de son parti, il était chargé des relations extérieures. Il sillonnait le monde pour véhiculer le message de la social-démocratie à travers le monde. Tshisekedi arrive au pouvoir, il a pris un temps pour sillonner le monde et vendre l'image de la République démocratique du Congo afin que le pays se retrouve sa place au niveau du concert des nations. N'est-ce pas? En 2019, le 24 janvier, vous aviez vu, il y avait qu'un président de la République qui était venu. C'est le président Uhuru Kenyatta du Kenya et d'autres délégations qui étaient là. Faisons une étude comparative entre la prestation de serment de 2018 à celle de 2024. Vous trouvez que cette diplomatie a payé. Ce n'est pas par sympathie, comme disait Jean-Marie Kassamba. C'est la résultante d'un travail abattu par les Congolais. Non seulement par le chef de l'État lui-même, également par le ministère des Affaires étrangères, mais aussi la diplomatie parlementaire. Les deux chambres du Parlement jouent un rôle très important pour vendre l'image du pays. Non, ce n'est pas par sympathie, Jean-Marie. C'est par conviction au niveau de ces chefs d'État de constater aujourd'hui que les Congo méritent respect et considération dans les concerts des nations. Je reviens au niveau du président Joseph Kabila. Selon certaines sources, j'aurais appris qu'il n'était pas là parce qu'il est allé en Afrique du Sud soutenir sa thèse. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui s'est passé dans ce pays, cher ami, la passation de pouvoir civilisé,
ça devrait inspirer beaucoup de pays africains. Et cette Afrique des militaires n'allait même pas revenir, parce que les pays ont besoin de la démocratie pour accéder au pouvoir. Il faut postuler, aller aux élections et que le peuple place confiance en vous. C'était une belle occasion pour le président Kabila d'être... Non, il a raté une occasion. C'était une occasion en or. Je vous dis, si il y a quelqu'un qui a dit au président Kabila de ne pas venir, il ne l'a pas aidé. Était toujours mal entouré. Si le président Kabila avait fait le déplacement du stade de Martyrs ce jour-là, ça serait parmi les vedettes de la cérémonie. Mais malheureusement, il n'était pas là. J'ai beaucoup de respect et considération pour ces présidents qui ont dirigé ce pays à partir de Kassavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut mettre de côté ce qui les divise. Jean-Marie en a évoqué quelques aspects. Moi, j'apprends, je ne sais pas. On peut mettre de côté ce qui nous divise. Mais notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Quand le Congo a un problème, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de centre, tout le monde à l'unisson regarde dans la même direction. Nous sommes agressés aujourd'hui dans notre pays par le Rwanda via le M23. Mais en tant que président de la République, ancien président de la République, moi je m'attends que l'ancien président Joseph Kabila puisse prendre la parole et se prononcer. Dire ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Ça aurait été mieux. Les gens apprécient parfois son silence. C'est beau, c'est bien, c'est sa manie, mais un silence prolongé, ça devient inquiétant. Hein? Je crois qu'il aura le temps de prendre un jour la parole et dire que ce qui se passe au niveau de l'Est du pays, c'est pas normal. Merci à vous. Giscard Koussema, les premières dames sous Kabila, c'était déjà un cadre normatif, ça avançait très bien. Beaucoup d'eau ne coulait pas sous les ponts, d'après le président de l'UPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Je voudrais avoir aussi votre avis quant à ça. Écoutez, je voudrais tout d'abord réagir par rapport à tous ces propos qui ont été dits ici au sujet de la non-présence de l'ancien président de la République. Alors, ce que je dis n'engage que moi, je suis congolais et je peux donc me permettre de réfléchir à haute voix. Y a-t-il meilleure considération que celle de faire d'un ancien président de la République sénateur à vie? Les sénateurs, ce sont des sages. Bientôt, nous allons aller au sénatorial. Vous verrez que la lutte sera plus âpre qu'elle l'a été pour les autres institutions. Deuxièmement, ces services, c'est toujours une réflexion. Ces services officiels ont justifié sa non-participation par ses études. Mais lorsque nous apprenons de révélations assez troublantes ici, de dire qu'il aurait voulu qu'il soit protégé par 30% de la protection dont bénéficie le président en fonction. Je rappelle que, selon la Constitution de la République, la protection du chef de l'État en fonction est assurée par la garde républicaine. Cette unité d'élite. Et cette unité aujourd'hui, elle est grande de plus ou moins 20 000 hommes. Donc, calcul mental fait, les 30% de 20 000, on est autour de combien? De plus de 6 000 hommes qu'on devrait affecter à la garde de l'ancien président de la République. Est-ce que, en 5 ans, avez-vous senti un seul moment où on a dit que l'ancien président était en insécurité, mais il est très bien gardé? Ah bon? Mais oui, il bénéficie d'une garde, mais allez-y, ça réserve, tout le monde passe par là. D'ailleurs, pendant 18 ans, on a créé tout un mythe, mais aujourd'hui, tout le monde passe par là. On voit que sa résidence est bien gardée, de jour comme de nuit. En 5 ans, je dis bien, c'est une réflexion. Avez-vous entendu un seul instant que l'ancien président de la République ou l'un des membres de sa famille en insécurité? En tout cas, pas une seule fois. Si vous en connaissez des cas, dites-le nous. D'ailleurs. La preuve, c'est qu'il a sa liberté de se mouvoir. Il a d'ailleurs le temps de se concentrer pour ses études, ce qui est très bien. Il n'est jamais tard pour apprendre. Il a consacré son temps aux études, ce qui est une très bonne chose. Donc ça signifie qu'il est
dans de bonnes conditions de sécurité et dans de bonnes conditions de vie. Et nous, nous nous en tenons jusque-là à ce que ces services officiels ont donné comme raison. Troisièmement, mais toutes les fois qu'il y a des grands événements, qui vous dit que l'ancien chef de l'État n'est pas invité? Parce que les invitations ne se font pas sur les plateaux de télévision, ça se fait par voie épistolaire. Les protocoles, son protocole, puisqu'il bénéficie des services personnels, son protocole est tout le temps en contact avec le protocole d'État, qui l'invite par des moyens épistolaires et dont les réponses viennent par la même voie. Donc, on ne va pas épiloguer, on ne va pas parler. Nous disons que c'est le seul que nous avons commencé, chef d'État. Pour l'instant, avant d'être rejoint, les années à venir, par le président Félix Tshisekedi. Ce sont des monuments, ce sont des grandes personnalités. À moins que la loi change, mais jusqu'ici, il est sénateur à vie. Toute sa vie. Donc, il bénéficie des honneurs. Donc, ne cherchons pas à aller à la... Je pense que l'émission, on l'a fait pas autour de Joseph Kabila. C'est un débat que vous avez de l'ancien président, mais parce que la question a été posée, j'essaie d'apporter des précisions sur des choses évidentes. La difficulté dans notre pays, c'est que on n'aime pas, on n'a pas l'essence de l'histoire. On fonctionne souvent par le système de chaque régime chasse un autre. Et il y a un nihilisme qui s'installe lorsqu'il y a un nouveau système qui s'installe. Or, moi, je fonctionne comme Congolais dans l'histoire de notre pays. Quand c'était Kasavubu et Lumumba, il y avait beaucoup de Congolais qui étaient autour. Mais lorsque Mobutu arrive en 65, il fait son coup d'État, on a fait ce qu'on appelle table rase de ce qui s'est passé avant. On n'osait même pas évoquer l'histoire de Lumumba par le jeu Mobutu. Il y a eu des gens qui ont vécu avec Mobutu pendant presque 32 ans. Des caciques. Les gens qui ont eu tout de Mobutu. En 1990, à Lansele, dès que Mobutu prononce son discours, sur la route de Lansele, les gens faisaient déjà leurs partis politiques et ont même nié avoir même bu de l'eau de Mobutu. Idem de Kabila père et Kabila fils. D'ailleurs, Kabila père, beaucoup de Mobutistes qui étaient avec Mobutu, hein, j'en connais un même qui était même le porte-parole de Musée, qui était ministre de la communication de Mobutu et chantre de Mobutu, qui diabolisait même Mobutu qu'il buvait du sang, etc. Sans compter aujourd'hui Joseph Kabila. Restons dans l'histoire. Tout comme Joseph Kabila a chassé ceux de... J'ai dit restons... Oui, restons dans l'histoire. L'histoire c'est quoi, chers amis? Les textes de notre pays établissent des choses telles qu'elles doivent se passer. Les textes. Je ne dis pas qu'on doit faire des choses à la tête du client. Les textes. Les statuts d'anciens chefs d'État, c'est dans les textes. Il suffit tout simplement d'appliquer ces textes. Ce n'est pas des faveurs. Rien ne dit que ce n'est pas appliqué. Mais... Et c'est pas sur un plateau de télévision. Justement. J'aimerais bien, sans être avocat de personne ici, sans être avocat de personne, que les services attitrés en la matière, que ce soit au niveau des finances publiques, qui payent, que ce soit au niveau de la sécurité, qui protège, que ce soit au niveau du protocole d'État, qui adresse des invitations, nous fasse un petit rapport rapide par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que moi, non pas à moi, nous sommes de la presse, ça peut faire l'objet d'un communiqué, on va l'exploiter. Tout ce que moi je vais dire, c'est quoi? Oui, je te parle. Restons Congolais. Le président de la République lui-même dans son discours a dit vivons ensemble. Le vivre ensemble veut dire tenir compte de la diversité de notre pays. Ne pas avoir la pensée unique. Ne pas avoir une espèce de raisonnement d'effacer les tableaux lorsque la personne n'a plus la voix au chapitre. Parce que demain, hein, mon collègue et jeune frère compétent, je l'ai toujours dit, jusqu'à Koussema, a dirigé, a travaillé au sein de Digital Congo. Ça fait partie de son histoire. Demain,
il travaille ailleurs encore. Ça fera partie de son histoire. Donc, il ne faut pas buffer une partie de votre histoire parce que vous avez envie de plaire à la circonstance. La vie d'un homme, et j'ai fini ma phrase, la vie d'un homme est faite de tout son parcours. Je dis bien de tout son parcours. Si nous n'avons pas la culture de la continuité, nous aurons à vivre d'une manière hachée, et c'est une politique de l'autruche. On se ment à soi-même et ce n'est pas honnête. Un discours de 35 minutes avec plusieurs angles. Nous allons épingler quelques-uns dans ces cadres. Mais avant toute chose, prenons d'abord cet élément pour nous retrouver pour la suite de cet entretien spécial. Discours historique, discours programmé, environ une demi-heure, le président réélu, Félix-Antoine Tshisekedi, est pleinement investi par la Cour constitutionnelle à tracer les grandes lignes de son deuxième quinquennat. Le nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. De poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État a procédé sur une série d'engagements comme celui de s'engager personnellement pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Les 5 prochaines années seront aussi celles du parachèvement d'un Congo uni, plus sécurisé et prospère, soutient le garant du bon fonctionnement des institutions. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est montré véritablement élégant envers ses adversaires et challengers en les saluant pour leur participation à la présidentielle de 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle, a-t-il renchéri. C'est dans cette logique que le premier citoyen de la RDC a fait savoir qu'il va exhorter le prochain Parlement d'assurer l'effectivité du rôle des porte-paroles de l'opposition. Allocution prononcée devant plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères, dont près d'une vingtaine conduites par des chefs d'État et des gouvernements. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, leur a tous rendu des vibrants hommages pour avoir rehaussé de leur présence à une cérémonie aussi grandiose qui témoigne de leur appréciation de l'immense bon avant qui vient d'effectuer le peuple congolais sur les chemins vers l'exercice souverain de la démocratie.
Vous venez de suivre cet élément réalisé par Manuela Ingrid et Charlie Kitenge. Nous sommes quasiment pas à la fin, mais nous cheminons vers la fin de cet entretien. Vous venez de suivre les discours du président Tshisekedi où il a épinglé ces 6 axes prioritaires. Je commence avec Dinit Kaninda. Le président Tshisekedi a parlé pour son second quinquennat. L'accent est mis sur l'emploi, la création d'emplois de nos jeunes. J'aimerais que nous en parlions avec vous. Et comment il va y arriver avec les castings du gouvernement? Merci beaucoup. Non, mais je pense que le président est resté dans... En fait, il a une vision. C'est ce qui manquait, je l'ai toujours dit à cette République, avoir un président qui sait ce qu'il veut. Et non qui fait ce que veulent uniquement ses conseillers, qui lui amènent des projets, qui lui amènent des plans, mais lui-même ne sait pas ce qu'il veut. J'ai toujours dit, je vous l'ai dit aussi à tout moment, que Jean-Marie Kassamba aujourd'hui est une référence dans le monde des médias. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il veut de la télé. Il connaît ce qu'il veut. Et c'est ce que doit être aussi un chef de l'État. Il connaît, lui-même il connaît. Quand il préside le Conseil des ministres, il sait ce qu'il veut pour le pays et pour le peuple. Vous savez, l'emploi dans notre pays reste l'épineux problème qui est au centre de tout ce que nous voyons dans ce pays. Que ce soit la pluralité des partis politiques, c'est lié au manque d'emploi. Quand vous regardez le nombre exagéré des candidats députés nationaux, c'est lié à l'emploi. Quand vous regardez le problème d'insalubrité, c'est un problème d'emploi. Donc c'est un problème central pour le développement de ce pays. Mais je crois que le président de la République, qui sait effectivement, comme je le disais, ce qu'il veut en cette matière-là, la création des millions d'emplois, je crois que c'est facile de le faire. C'est pas un discours politicien? Ce n'est pas un discours politicien. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à créer, par exemple, les infrastructures, vous avez appris que les 7 milliards qui viendront, par exemple, du redressement qui a été effectué sur le contrat chinois, qui a connu un bradage énorme, le bradage du siècle avec certains membres du régime passé, ce redressement-là va apporter à peu près 7 milliards de dollars. Et le président dit, les 7 milliards de dollars seront déversés vers les infrastructures routières. Ça va justement croiser sa vision de création d'emplois. Parce que quand vous voulez mettre des routes partout à travers la République, ça signifie qu'il y aura des Congolais qui vont travailler dans ce chantier. Lorsque vous prenez le programme PDL 145T, c'est un programme qui touche tous les territoires de la RDC. Et partout là-bas, vous avez des jeunes qui trouvent de l'emploi. Mais il faut en même temps que nous puissions mettre en place des mécanismes qui puissent répertorier tous ceux qui trouvent de l'emploi à travers les projets qui sont créés, mais aussi grâce aux conditions que le président met en place pour la création de l'emploi, parce qu'il ne faut pas attendre que l'État puisse créer tout l'emploi, mais il faut que l'État puisse harmoniser les conditions qui puissent aider les Congolais à accéder à l'emploi. Une dernière relance pour vous, peut-on espérer cette fois-ci à la réduction du train de vie? Kabound l'a décrié à son temps que les trains de vie du gouvernement étaient exponentiels, avaient atteint son paroxysme. Est-ce que cette fois-ci, Tshisekedi va bouger les choses entre les lignes? Vous savez ce que le président pense de la réduction du train de vie. Il l'a dit pardon et il a répété. Mais en même temps, le président dit que dans notre pays, nous pouvons arriver à satisfaire tout le monde si on arrive à canaliser correctement les recettes de l'État, rien que les recettes de l'État, avec le travail qui est fait par l'IGF, si ce travail-là est renforcé avec ce qu'il a dit lors de la campagne électorale, la création des parquets financiers par exemple, ça permettra à ce qu'on mette de côté tous les voleurs, tous les détourneurs. Les recettes vont se multiplier et on peut améliorer les conditions salariales des enseignants, de tous les fonctionnaires de l'État, bref. Et ça, c'est possible sans qu'on ait touché aux émoluments des députés, mais on peut améliorer les émoluments, les soldes des militaires et améliorer le traitement des fonctionnaires de l'État. Donc, il y a moyen, si nous mettons en place des mécanismes de réforme pour canaliser les recettes de l'État, et je crois que cela est faisable.
Merci à vous, Dianit Kaninda. Blaise, je reviens à vous. Le président Tshisekedi qui parle pour la création de plus d'emplois pour son second quinquennat. Une tâche facile pour lui ou bien il faille qu'il y ait des hommes compétents? Peut-on voir le casting qui sera fait au niveau du gouvernement? Ça serait une tâche facile et puis avoir aussi des hommes compétents. Attendez, je parle de deux filières. Nous prenons le service national qui dirige le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, je crois que je n'ai pas massacré son nom. On recrute les Koulouna. Les bâtisseurs. Ils vont à Kanyamaka CC. Voilà au moins quelqu'un, hein, le président de la République, qui n'a pas fait la table rase, contrairement à ce que Jean-Marie a affirmé ici. Service national créé par Laurent Désiré Kabila, qui était en léthargie totale, qui n'existait plus. Tshisekedi a trouvé dans ce service qu'il était important, n'est-ce pas, de relancer les activités. Et aujourd'hui, le travail fait par le service national, c'est plus que même pendant l'époque de son initiateur, Laurent Désiré Kabila. Il faut un jour inviter le général Kassongo Kabouik pour vous parler de ce service. On amène les jeunes gens qui se mettent des ordres à Kinshasa et à travers le pays. Ils arrivent à Kanyamaka CC, ils sont recyclés, ils sont rééduqués. Ils apprennent le métier. Aujourd'hui, ils sont utiles à la société. Voilà des créations d'emplois. Une autre filière, pardon, vous prenez les infrastructures routières. Dianit Kaninda l'a dit. Quand on construit, par exemple, une route de Kinshasa jusqu'à Kikwit, plus de 500 km, seulement les entreprises comme l'Office des routes et d'autres sociétés, entreprises de construction peuvent venir avec les engins. Mais le personnel utilisait ce qui? Mais c'est la population riveraine. On n'importe pas. Cette population, ces jeunes gens qui sont désœuvrés dans ces différentes localités, ils sont utilisés pour l'exécution des travaux. C'est la création d'emplois. Et il faut aussi les investissements. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de production locale. Il faut investir, il faut des capitaux frais. Les gens qui vont venir pour la création, pour leur société, ils vont recruter une grande partie de la population congolaise. Et le président Tshisekedi tient mordicus à ça, et il a raison. Il a raison parce que même la construction des programmes des 145 territoires, dans tous ces territoires-là, on n'importe pas le personnel de Kinshasa ou des centres-villes. On utilise la population locale. Et vous verrez, chaque fois quand quelqu'un a trouvé son emploi, il est libéré, il est libre, il est autonome, n'est-ce pas? Et derrière cette personne-là, comme nous sommes des Africains, il y a une dizaine, une trentaine de personnes qui sont derrière, qui vivent de ça. Et le président tient mordicus à ça. Il a raison. Si nous accompagnons les chefs de l'État dans cette vision-là, vous allez voir ce que ça va donner dans 5 ans dans ce pays. Merci à vous, Blaise et Bokokia Nzanza. Je prends jusqu'à Koussema. Ah, Sanza. Ok, j'ai massacré votre nom, je suis désolé. Je prends jusqu'à Koussema là, je n'ai pas massacré votre nom, hein. Je prononce très bien. Alors, parlons un peu de la sécurité sous Tshisekedi pendant la campagne électorale. Bien avant même, le président Tshisekedi faisait de la sécurité, surtout ce qui se passe dans la partie orientale, comme son cheval de bataille. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Il en a rappelé qu'il va travailler d'arrache-pied pour que la quiétude soit démise sur toute l'étendue de la République. Va-t-il y arriver? A-t-il des moyens qu'il faut? Contrairement à ce qu'on pense, s'il y a un secteur pour lequel le président de la République a marqué de points, c'est le secteur de la sécurité. La situation actuelle est la résultante d'une mauvaise politique depuis plus de 30 ans, depuis tous les régimes qui se sont succédés. Et aucun d'entre eux n'a eu à dévoiler ce qui se passait réellement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, grâce à sa diplomatie agissante, le président de la République est arrivé à démasquer l'ennemi et à le faire comprendre à toute l'humanité entière. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, des rapports avec preuves existent que c'est le Rwanda qui entretient tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a fallu attendre plus de 25 ans pour que les Nations Unies qui sont chez nous l'affirment par des rapports avec preuve que c'était bel et bien le Rwanda. Ça, c'est à l'actif du président de la République. Deuxièmement, dans ces secteurs toujours de la sécurité, les pays étaient sous embargo. Et quand vous êtes sous embargo, donc vous ne pouvez
acheter ni des équipements militaires, ni des armes, ni des munitions pour mener une guerre. Alors comment pouvez-vous gagner une guerre lorsque vous n'avez ni armes, ni munitions, même des uniformes? On a trouvé des uniformes délabrés qui ont fait plus de 15 ans ici, dans ce même pays. Et donc, grâce, encore une fois, à sa diplomatie, l'embargo a été levé. Aujourd'hui, les FARDC sont en train de monter en puissance, de se rééquiper et même de frapper. Je prends le dernier exemple, vous avez suivi ce que les premières frappes de drones, de nos drones, ont fait comme résultat. Donc, et tout cela, la population n'a pas été dupe. Et troisièmement, il fallait de l'intérieur démasquer, parce qu'en fait, nous ne savions pas que nous vivions ici dans ce qu'on a appelé dans cette alliance FCC cache qu'il y avait des M23 ici. Et il y en a encore, on a vu la dernière vague sortir et aller rejoindre finalement leur milieu avec leurs collègues. Voilà. Et donc, il fallait pour cela de la politique et beaucoup de sagesse et surtout de clairvoyance aussi pour essayer de démasquer de l'intérieur. De l'intérieur, nous avions ici des M23. Et la preuve aussi, lorsqu'on est allé en campagne, et jusqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des personnalités qui ne savent même plus citer les mots Rwanda parce qu'il va de leur survie. Donc, et ça, la population lui a reconnu et elle a plébiscité et c'est reconnu de mon entier que c'est sur ces aspects militaires-là que le président a marqué plus. Et donc, si déjà on est arrivé, les lignes ont bougé, les États-Unis aujourd'hui ne se cachent pas, toutes les instances ne se cachent plus. Donc, on sait, on a dépassé ces stades-là d'identification de l'ennemi et maintenant, il reste des sanctions. La communauté internationale, à sa manière, de sanctionner, mais nous, au Congo, nous avons notre manière de sanctionner, et que tôt ou tard, nous allons reconquérir nos espaces qui sont encore sous occupation. D'ailleurs, si les mots guerre étaient un tabou, mais aujourd'hui, pendant la campagne, vous avez suivi, le président l'a dit, j'attends que le Parlement m'autorise à déclarer la guerre. Aujourd'hui, mais pourquoi pas? Mais écoutez, aucun centimètre carré ne restera sous emprise étrangère, quels que soient les rapports de force à un certain moment. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus proche de récupérer nos espaces et elles les seront réellement. Alors, pour revenir à la question principale, son discours, c'est l'expression de ce qu'on a dit toujours d'un président de la République, les symboles de l'unité nationale. C'est un discours rassembleur. Le président de la République a prononcé quelques mots-clés, il reconnaît des erreurs, qu'on va corriger, ça veut dire, c'est que ça veut dire. Il promet de travailler avec tous les Congolais, y compris ceux qui ont compétit avec lui, ça veut dire ce que ça veut dire, mais aussi sa volonté de pouvoir apporter des réponses claires à des secteurs précis comme l'emploi, la sécurité, le social et tous les restes. Je crois que c'est un meilleur discours de politique générale. Maintenant, il reste une étape. Le gouvernement va se servir de ces discours, va les décortiquer pour les transformer en un programme qui va aller au Parlement, qui va recevoir l'avis favorable de et puis c'est avoir de 5 ans qui seront beaucoup plus. Kassamba, le grand oral du président Tshisekedi, un discours réaliste ou bien un politique qui sait parler à son public cible? Écoutez, ce que je peux dire est que et pour son père, Etienne Tshisekedi, aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi, l'UDPS est un parti de la social-démocratie. Union pour la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire pour le bien de la société, pour le social, pour la démocratie, pour le bien-être. Ça, c'est l'idéologie. Et d'ailleurs, lui-même, Félix était secrétaire national en charge de la diplomatie. Et donc, quand on a été dans l'opposition pendant très longtemps, on a ce qu'on appelle les soucis du bien. Mais entre le discours du bien, lorsqu'on est opposant, et quand on devient responsable, il y a une marche.
Félix Tshisekedi a de très bonnes idées. Issu d'ailleurs de sa culture, de son éducation, de l'environnement politique dans lequel il a cheminé, je le rappelle, depuis son père jusqu'à aujourd'hui. Le premier mandat, il s'est frotté à la réalité du pouvoir. Il a eu à travailler sur un programme commun avec ses partenaires. Malheureusement, les bonnes idées qu'il a eues, les bonnes intentions, la bonne idéologie a été flouée par les castings. Le casting de beaucoup d'opportunistes, de beaucoup de gens qui ne voyaient pas les choses de la même manière que lui. Et comme il ne pouvait pas être magicien et faire le bien qu'il rêvait, il a fait ce qu'il pouvait. Et rappelez-vous le discours qu'il avait fait à Béatrice, un programme sur 10 ans. Il en a fait 5, il doit en ajouter 5 maintenant. L'avantage qu'il a maintenant, c'est qu'il a maintenant le main libre. Il n'a plus de partenaires encombrants, même l'Union sacrée, là, les gens qu'il a avec lui, ils sont sous sa coupe, donc il peut maintenant faire ce qu'il dit. Mais seulement, il va avoir des difficultés de casting, encore une fois. Pourquoi? Regardez la configuration des élus que nous avons ici. Le Parlement que nous allons avoir. Parce qu'on va puiser le gouvernement dans ces parlements qu'on va avoir. Est-ce que la CENI a tenu compte des bons dossiers? Est-ce que nous avons au sein de notre Parlement l'expertise, autrement dit, de personnes qui peuvent faire du travail de qualité dans un temps écourté pour 5 ans, d'une manière offensive, avec l'essence élevée de l'État, où on va avoir des politiciens qui vont venir pour s'installer d'abord, s'équiper un peu, vivre un peu ce qu'on appelle les avantages du pouvoir. Ça, c'est une autre chose. Je voulais juste apporter un petit correctif par rapport à ce qu'a dit Giscard tout à l'heure. Mais ce pays, tout le monde sait qu'on est agressé par le Rwanda depuis 1998. Comment on a fait la guerre du RCD? Ou plutôt, quand les Rwandais ont quitté ici, ont été chassés par Mouzé ici. C'est parce que ces Rwandais nous ont agressés. Mouzé a fait le tour du monde en disant, nous sommes dans une guerre d'agression. Les Rwandais ont été, excusez-moi du terme, ce n'est pas les termes que je voulais utiliser, mais chicotés ici à Kinshasa, à Massina ici. Pendant tout ce temps, on a toujours stigmatisé les Rwandais. Quel est ce Congolais qui ne sait pas que c'est le Rwanda notre premier ennemi dans la sous-région? Atterrissez en douceur parce que nous sommes à la fin de cet entretien. Pour revenir au discours du président, il a les 6 points, les 6 engagements dont il parle. Ce sont des points essentiels. Pour que la continuité des PD55 territoires, la montée en puissance des FARDC, l'économie soit effective, parce que les milliards dont on parle qu'on gagne en termes du budget doivent se concrétiser par la dette intérieure qu'on paye, par la facture du social qu'on doit répondre, mais également l'amélioration des conditions de vie de la population. Le président l'a dit, et il a ajouté, et je vais finir, par le vivre ensemble et l'ouverture. Il faut que ça se concrétise par des mesures remarquables. Remarquables. Lorsque nous avons une partie des opposants qui sont en prison, une certaine pensée unique qui peut s'installer, l'ouverture, le vivre ensemble va avoir des soucis. Merci à vous, Jean-Marie Kassamadini. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Un tout dernier mot de votre part. Non, juste dire que c'est ainsi soulevé par le président dans son discours que nous sommes conscients des erreurs que nous avons commises par le passé et que nous devons corriger. Moi, ça m'a beaucoup tiqué parce que j'estime que c'est là même le départ de son deuxième quinquennat. Vous avez suivi la prière du pasteur Roland Dallot qui a dit « Nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués des détourneurs. » Oui, ça, vraiment, nous sommes fatigués. Vraiment, nous n'aimerions plus voir ces gens-là
qui amènent des projets bidons. Le président n'a pas besoin de ça pour son deuxième quinquennat, moins encore le peuple congolais. Corriger les erreurs, c'est aussi faire en sorte que les cris du peuple, parce que à chaque fois que le président vient au stade, on les lui rappelle $, $, $. Je crois que ça, c'est un problème sérieux qui ne dépend pas que de problèmes endogènes, c'est aussi exogène, parce que le problème de $, c'est un problème mondial, mais il faut des solutions. Il y a eu des erreurs par le passé dans la résolution de ce problème-là, mais il faut cette fois-ci trouver des personnes qu'il faut. Mais moi, je ne pense pas, comme Jean-Marie, que le président va essentiellement puiser au Parlement. Ceux qui sont élus députés, ils vont rester à l'Assemblée nationale. Il va trouver d'autres Congolais pour les mettre au gouvernement, parce qu'il n'y a pas que eux. Vous êtes élu député national, on sait comment ça se passe, vous laissez votre femme là-bas ou votre neveu, et puis voilà, vous venez au gouvernement. Je ne crois pas que ces erreurs-là vont revenir cette fois-ci. Merci à vous 4 chers confrères d'avoir accepté l'invitation afin de séquer ce qu'a été le discours du président Tshisekedi. Merci, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci également aux fidèles téléspectateurs pour l'attention soutenue accordée à cet entretien. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler du pays. À tous et à tous, à très bientôt. Merci.